BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdocom, votre émission pour décrypter le monde de la pub et les stratégies de communication des entreprises. Créer un nom, un concept devenu simple et accessible aujourd'hui. Pourtant, pour faire vivre une marque, il faut bien connaître son marché, les attentes de la société et même se préparer à une potentielle disparition. Julien Ferré, le directeur de la communication voyage de la SNCF, s'est penché sur le dessous des marques. C'est le titre de son livre, il vient de sortir, on en parle dans un instant. 120 ans de tendresse, ce n'est pas moi qui le dis, mais Milka, la vache violette, fête son anniversaire. Charlotte Bricard nous fera pour l'occasion un édito chocolaté. Enfin, zoom sur le sponsoring sportif. Entre compétitions reportées ou rencontres à huis clos, quel visage aura-t-il cette année? Nous recevons Jérôme Sutter, directeur marketing de Pur Essentiel. Le groupe devient fournisseur officiel de la Fédération française de rugby pour 4 saisons. Voilà le programme. Hebdocom, c'est parti. On est ensemble pour quasiment 30 minutes. BFM Business, Hebdocom, les news. Et alors vous allez voir, ils sont d'humeur romantique ce week-end en plateau. Bonjour Frédéric Roy. Bonjour Marie. Le rédacteur en chef de CB News et du côté de BFM Business, c'est Julien Rizzo. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Julien, on commence CNews par la campagne de Bouygues Télécom sur les réseaux sociaux. Une campagne pour recharger les couples. Oui, vous le savez Marie, ce week-end c'est la Saint-Valentin. L'occasion pour les amoureux de se retrouver et de partager des moments à deux. Pour cette journée particulière, l'opérateur accompagné par BETC nous fait entrer dans la chambre d'un couple. Dans cette pièce, on découvre tous les souvenirs de leur idylle. Laura et Cédric se sont aimés. Elle lui rappelait souvent leur première rencontre. C'est elle qui avait avancé les 152 €, frais inclus. Il se confiait sur ses foutus ligaments croisés qui ont mis fin à sa carrière pro. C'est ici qu'il a composé sa chanson préférée, Gladiators Don't Cry. Mais aujourd'hui, ça, c'est fini. Ils ne partagent plus rien. Chacun est sur son téléphone de chaque côté du lit, car selon une étude menée par l'opérateur, un couple sur deux est scotché sur son téléphone avant de s'endormir. Pour les rapprocher, Bouygues Télécom lance alors le mini chargeur, un chargeur de téléphone avec un câble d'alimentation plus court. Impossible donc de charger son téléphone et de le regarder en même temps. Vu qu'ils n'ont plus leur téléphone dans les mains, le couple se retrouve. L'homme prend alors sa guitare et commence à chanter la chanson qu'il a composée lors de leur rencontre. Sauf que chanter fait pas partie de ses compétences et sa compagne n'est pas vraiment fan. Bien évidemment, ce mini-chargeur n'existe pas. Bouygues Télécom veut avec ce spot sensibiliser les Français à la déconnexion. C'est dommage parce qu'on en aurait bien tous besoin. On continue avec la nouvelle publicité d'MT Dents de l'assurance maladie. Oui, que diraient nos dents si elles pouvaient parler? C'est le défi que s'est donné l'assurance maladie avec l'agence Les Présidents. Dans une saga de 2 films, on se retrouve à l'intérieur d'une bouche. Les dents personnifiées se parlent et expriment leurs problèmes, comme dans cette bouche où une dent souffre et agace et gêne les autres. C'est plus possible là. Oui, faut que le proprio fasse quelque chose. Quel enfer! Serrées les unes contre les autres, immobiles, les dents subissent l'inaction de leur propriétaire, car bien trop souvent les gens attendent qu'une douleur survienne pour aller prendre un rendez-vous chez le dentiste. Avec ces publicités, l'assurance maladie compte y remédier. Grâce à son programme MT Dents, les jeunes de 3 à 24 ans peuvent bénéficier d'un rendez-vous gratuit chez le dentiste. La campagne s'adresse aussi bien aux parents et aux enfants, et elle sera diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux. Et alors Julien, après les dents, vous avez aussi pensé à nos yeux avec la publicité de l'opticien Chris. Pour le lancement de ces nouveaux verres intitulés Signature Chris, la marque déploie une nouvelle campagne à la fois drôle et originale. Dans le film signé Havas Paris, on se retrouve en train de voler de scène en scène, un peu comme une abeille, ralentissant sur chaque personnage, et à chaque scène correspond un problème de vue. On découvre par exemple un ado totalement myope qui joue aux jeux vidéo, une grand-mère astigmate qui, au lieu d'arroser ses fleurs sur son balcon, arrose totalement sa terrasse, ou encore un tatoueur qui est devenu gribouilleur, n'arrivant pas à travailler dans le noir. À la fin de la publicité, on découvre une cliente dans une boutique de l'opticien qui découvre le confort des nouveaux
verre Chris, un moyen pour la marque de montrer qu'elle apporte à chaque client une solution sur mesure. Et l'abeille, on le rappelle, c'est pas votre idée, mais c'est celle d'Avas Paris. Oui. Dans Hebdocom, on connaît Frédéric le motard, mais on ne connaît pas Frédéric le romantique, touché ce week-end par la campagne de Nikon. Mais oui, mais bon, c'est la Saint-Valentin. Donc, voilà, on est dans le thème. Exactement. Ben oui, c'est un joli film signé par l'agence La Chose, qui s'attache sur un détail, un petit détail qui peut changer une vie, qui peut changer surtout une vie amoureuse, pour peu qu'on s'y intéresse. Une faussette, par exemple, et donc ça change tout dans la vie. Encore faut-il le voir, le détail, et pour le voir, il faut avoir les bons verres, pas des verres Chris, ou si, probablement aussi des verres Chris, mais en tout cas là, des verres Nikon, parce que je vous parle pas d'appareil photo, mais de vue. Voilà, et c'est un joli film qu'on va découvrir dimanche. Bien plus qu'un détail. Hebdocom vous propose un peu de lecture ce week-end avec un ouvrage qui vient de sortir et baptisé Les dessous des marques. BFM Business, Hebdocom. L'invité. Créer une marque, la faire vivre et parfois même apprendre à y mettre fin. Ces étapes, elles sont analysées dans le livre Les dessous des marques, tout juste sorti aux éditions Ellipse. Et son auteur est avec nous. Bonjour Julien Ferré. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication voyage du groupe SNCF. Vous êtes aussi professeur associé au CELSA. Oui. Alors cet ouvrage, il s'articule autour de 3 moments de vie d'une marque. C'est donc 3 chapitres. Il y a la création, le parcours de vie de la marque dans la société. Il y a aussi la mort d'une marque. Des livres de marketing, on en voit beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir une différence avec le vôtre? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Alors, j'espère qu'il sera nouveau. Peut-être ce qui le différencie, parce que c'est un peu comme positionner un produit en communication. En fait, on cherche aussi les points de différenciation. Ce qui le différencie sans doute, d'abord, c'est l'approche, puisque c'est un livre cathédrale, un livre mosaïque. Vous avez dedans à la fois des universitaires qui viennent apporter une forme de distance critique aussi par rapport au sujet, et puis aussi un peu de long terme dans un monde où en fait un concept en remplace l'autre chaque année, et où parfois on a besoin aussi de prendre un pas de côté, un pas de recul, pour pouvoir analyser des phénomènes comme le phénomène des marques. Il y a aussi des professionnels, donc des dirigeants d'agences de communication, et puis des DIRCOM. Et en fait, les directeurs de communication, souvent, ce sont des gens qui écrivent peu. C'est-à-dire que ils sont beaucoup le nez dans le guidon, ils sont beaucoup dans l'opérationnel aussi, parce que c'est vrai qu'on se demande comment vous avez eu le temps d'écrire ce livre en étant directeur de la communication à la SNCF. En fait. Je l'ai pas écrit tout seul, et justement, c'est vraiment un collectif. Et puis en plus, on a eu, alors c'est affreux pour moi en termes de business, et je pense pour beaucoup d'entreprises, mais une chance aussi, c'était d'être à la maison pendant quelques mois l'année dernière. Et je vous avoue que pour en fait avoir une routine d'écriture, c'est une vraie chance de pouvoir se lever et passer directement à son bureau et de commencer l'écriture. Donc ça, c'est la première différenciation. Et puis la deuxième, c'est que, comme vous le disiez, en fait, souvent les ouvrages de branding s'intéressent à la création des marques, parce que déjà parce que c'est souvent la première chose qu'on fait quand on ouvre une entreprise. On se dit comment est-ce qu'elle va s'appeler, les signes, les couleurs et ainsi de suite. Mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus facile, et le digital a rendu ça très facile parce que vous avez plein de logiciels aujourd'hui qui mettent à la disposition de gens qui n'y connaissent rien en termes de création graphique. Un bon logo, ça. Et vous voyez souvent sur LinkedIn d'ailleurs, voilà mes 3 logos, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ça c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est hyper facile. La vraie difficulté, c'est de le faire vivre, c'est-à-dire quels moyens vous mettez derrière, comment est-ce que vous tenez sur la durée, quels liens vous construisez avec vos clients et comment vous travaillez un système d'appropriation. C'est ça le cœur du sujet. Voilà. Et alors, vous en avez choisi, il y a Orange, il y a Vinci, il y a Suze. Comment est-ce que vous avez choisi? C'est des marques emblématiques parce que chacune a une histoire particulière et quelque chose à mettre en valeur par rapport à d'autres. Quels ont été vos critères de choix? Alors, il y a plusieurs critères. Déjà, j'ai choisi des plumes, c'est-à-dire en fait des gens qui savaient écrire et qui savaient raconter aussi, parce que en fait, c'est très rare d'avoir des cas sur le marché, surtout des cas récents. Soit parce que on a un problème de concurrence et donc du coup, on n'a pas très envie de raconter sa stratégie à son voisin qui va la piquer. Et puis aussi, comme je le disais, en fait, souvent les gens qui pratiquent sont pas forcément des gens qui écrivent. Et donc, je suis allé chercher aussi des gens qui savaient raconter des histoires de marque. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était aussi d'avoir une vision un petit peu balayer en fait des différents secteurs, parce que souvent en fait quand on est et je peux vous le dire d'expérience chez SNCF, en fait souvent on a tendance un peu à se regarder soi-même dans son petit microcosme du transport par exemple, et donc le but aussi c'est d'élargir et d'avoir du transport, du luxe, de la téléphonie, du food, et donc de pouvoir aussi aller importer des pratiques qui peuvent se faire dans un secteur ou dans l'autre. Il y a un article que j'aime beaucoup au milieu qui a été écrit par la directrice la directrice générale de Publicis Luxe, c'est comment est-ce que les marques de luxe peuvent inspirer les autres marques, parce qu'en fait il y a une porosité, et même si souvent les clients les consos les considèrent un peu à part, il y a des choses intéressantes à aller chercher dans les deux univers.
Alors, dans votre livre, vous venez de le dire d'ailleurs, il est devenu aujourd'hui très simple de créer une marque, de déposer un nom, de se créer un logo. Vous le dites, une multitude de marques naissent tous les jours, mais peu parviennent à s'ancrer dans le quotidien des consommateurs. Comment une marque peut-elle faire aujourd'hui pour perdurer dans le temps ? Alors déjà, il ne faut pas considérer la marque comme une entité qui vit toute seule dans un coin, en fait. C'est-à-dire qu'une marque, c'est collé à une entreprise et à sa vie. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il y a le chapitre sur la mort des marques, puisque, en fait, une entreprise, c'est racheté, ça fusionne, ça crée des nouveaux produits, ou au contraire, ça en enlève. Donc ça, c'est le premier point. En fait, il faut vraiment que la marque soit le plus possible collée, en fait, au devenir de son entreprise et en évolution. Et souvent, en fait, on les voit comme des choses un peu figées, alors qu'en fait, même si les consos le voient pas, il y a une couleur qui change, il y a une police qui évolue, il y a une sous-marque qui se crée pour répondre à un nouveau produit. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on est capable d'avoir quelque chose d'assez flexible, d'assez mou, en fait, pour pouvoir évoluer. Et puis le deuxième point, une marque, c'est collé en fait à une proposition de valeur. Et donc ce qui fait du sens, c'est quand la marque, en fait, l'entité conceptuelle, elle est collée à une proposition concrète de service, de produit, ainsi de suite, qui répond à quelque chose qui est dans la vie des gens. C'est ça en fait le point. Et alors comment vous le dites, on le dit, créer une marque, d'accord, c'est facile entre guillemets. Enfin, bon, voilà. Faut quand même un peu de talent. Oui, bien sûr. Pour faire une bonne. Faut le produit ou ce qu'il y a derrière qui soit cohérent. En revanche, la faire vivre, c'est nettement plus compliqué. L'empêcher de mourir même, c'est pire. Comment, j'ai envie de dire, comment elles se portent les marques en ce moment ? Il y avait une fameuse enquête Havas qui disait que 70% des marques pouvaient disparaître sans que ça dérange personne. Ça rend les choses un peu difficiles, non ? Alors, je trouve que ce qui est passé en 2021 est intéressant du point de vue des marques parce que, en fait, ça a remélangé le jeu. C'est-à-dire qu'il y avait des marques qui étaient un peu dominantes ou qui étaient très présentes, souvent peut-être liées à des choses autour de la définition de soi, du m'as-tu vu, et ainsi de suite. Et l'année 2020, en fait, par sa dimension sanitaire et qui a aussi répondu à des besoins qui étaient des besoins un peu primaires, d'alimentation, de sécurité, et ainsi de suite, elle a donné aussi la voix à des marques qu'on n'avait pas forcément vues. Alors, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais je prends un exemple. TGV Inouï, Ouigo, c'est deux marques que je manipule beaucoup puisque je l'ai lancé, TGV Inouï, et ça fait partie des marques que j'orchestre. C'est deux marques qui se sont très très bien senties dans le secteur transport. Jusqu'à avant la crise sanitaire, les marques préférées des Français dans le secteur transport, c'était l'aérien. C'était Air France, marque absolue, première marque du secteur. Les avions étant au sol, vous étiez tranquille. Les avions sont au sol, et puis il y a aussi la crise a amené une considération écologique très très forte, et donc en fait ça a complètement changé les aspirations des gens, et ça a rebattu les cartes sur plein de secteurs différents. Mais je pense à mon secteur, mais en fait je pense aussi à l'alimentation, et ainsi de suite. C'est des marques qui sont passées au premier plan, alors qu'elles étaient peut-être un petit peu en bas, on va dire, de la pyramide des besoins. Alors, vous dites aussi dans votre livre qu'il y a donc de plus en plus de livres pour apprendre à créer une marque. On vient de le dire, mais aucune, selon vous, ne donne donc en parlant des livres, aucun, selon vous, ne donne de leçons pour euthanasier à moindre coût. C'est une phrase qui m'a un peu interpellée. Ça s'apprend aussi de mettre fin à une marque. Et oui, et en fait, de toute façon, le sujet de la marque est forcément lié à l'économique. C'est-à-dire que quand on crée, quand on fait vivre une marque, et aussi quand on la fait mourir, en fait, derrière, c'est de l'argent. Et donc, il y a tout un travail. Il y a un article aussi dans le livre sur le passage de Ouibus à Blablabus. Et en plus, c'est encore plus vrai quand c'est lié à des matériels où il faut, par exemple, changer la couverture d'un car ou d'un bus. C'est beaucoup d'argent, en fait. Et donc, on cherche aussi à travailler des dans ce livre, on trouve les solutions, du coup, les petites astuces, c'est ça, pour se préparer au pire. Et oui, il y a aussi un article sur l'évolution des marques dans la téléphonie, parce que, en fait, la téléphonie, ça a changé entre les années 2000 et 2021 15 fois de marque. En fait, si vous prenez le groupe Orange, en fait, il a évolué 15 fois. Et donc, il y a un moment aussi, on évite de mettre des choses dans le dur parce qu'on sait que ça va peut-être pas forcément rester, ou alors on voit comment est-ce qu'on travaille. Par exemple, si vous prenez un train, si vous peignez, en fait, vous pouvez plus jamais l'enlever. Il faut poncer, donc c'est fini. Et donc, on travaille par exemple un système de pelliculage en se disant, on sait jamais. Oui. Oui, en effet, c'est la vie des marques, et la vie des marques est sensible. Est-ce qu'elle a changé avec les plateformes, avec Google, pour faire court? Ça oblige aussi à s'adapter à ça, non? En fait, il y a même une prolifération. Si vous voyez des secteurs, notamment le secteur intermédiaire, je pense à la distribution, à la livraison à domicile, toutes les petites marques qui naissent aussi complètement digitales sur Instagram, et ainsi vous avez une prolifération du nombre de marques. Et donc, ce qui fait aussi la qualité d'une marque, ça va être sa capacité à émerger dans un environnement extrêmement complexe. Saturé. Et donc, c'est encore plus important d'avoir une bonne marque et de la construire, parce que dans un système comme ça, en fait, si jamais vous n'arrivez pas à retenir l'attention à un moment, vous êtes foutu. Au final, c'est pas très bon pour toutes ces marques, quoi. Si on le voit comme ça, vous dites les marques elles prolifèrent, il y en a de plus en plus.
La compétition est de plus en plus rude en tout cas. C'est tout l'intérêt, je pense. Et c'est tout l'intérêt aussi donc de lire votre livre pour voir donc toutes ces astuces et s'en sortir. Merci Julien Ferré d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes directeur de la communication voyage du groupe SNCF, professeur associé au CELSA et auteur de l'ouvrage Les dessous des marques, à retrouver aux éditions Ellipse. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Milka fête ses 120 ans. La marque de chocolat lance pour l'occasion une tablette un peu spéciale à la place du logo sur les carrés. Eh bien, les gourmands pourront découvrir des petits mots tendres. Alors forcément, cet anniversaire de marque a donné envie à Charlotte Bricard de nous en dire un peu plus sur son histoire. C'est une histoire tellement merveilleuse qu'elle commence par « Il était une fois ». Donc, il était une fois la naissance d'une vache mauve. Cette vache mauve, vous vous en doutez, c'est celle de Milka. Tout le monde se doutait qu'elle était spéciale. Baptisée Milka comme Milk und Cacao. Une marque qui fête cette année ses 120 ans, lancée en 1901 donc par un certain Philippe Suchard, dont le nom résonne lui aussi avec gourmandise à nos oreilles. Dans les Alpes, il y aura toujours des grands-pères pour parler aux enfants de la vache mauve Milka. Son animal de compagnie, ce charmant bovidé violet, est un tout petit peu plus jeune. Il approche gentiment les 50 ans, cap qu'il franchira sans doute avec toutes ses dents l'an prochain. Sa génitrice s'appelle Jung et Rubicam, agence bien connue de la sphère publicitaire devenue VML Wayenar, longtemps appelée la Jung. C'est donc la Jung qui fera rimer Milka avec tendrement chocolat, après l'avoir vendue comme la plus tendre des tentations, ou la tendresse avec un grand M au début des années 90. Mais c'est en 1994 que Stéphane Clavier, frère du comédien, offre à la vache Milka son plus beau rôle. Qu'est-ce qui rend le chocolat Milka si tendre? C'est un peu indiscret, mais voyez-vous, un homme qui vous couvre de bijoux vous offre des fleurs. Avec ce film, mettant en scène l'idylle entre la vache Milka et son propriétaire, l'emmenant paître et redoublant d'attention pour que l'on puisse tous boire du petit lait, ou plutôt le croquer. Rien de tendre ne se fait sans amour. Milka, tendrement au chocolat. 4 ans plus tard, la vache doit partager l'affiche. Elle le fait avec une marmotte et un randonneur dans un film réalisé par l'Australien Chris Noonan, à qui l'on doit le film Babe, mais surtout la mise en scène de cette réplique devenue culte. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. 20 ans plus tard, l'agence Buzzman rendra d'ailleurs hommage à cette copie inégalée en mettant la marmotte à l'honneur dans un spot où à son tour elle découvre à travers la lucarne d'un chalet de montagne les secrets de fabrication de la pâte à tartiner de la marque de chocolat Alpin. Et alors le garçon, il met la pâte à tartiner sur le pain. Buzzman qui a donc pris la suite de la Jung et qui écrit à sa façon la suite de cette saga tout en tendresse, notamment avec l'opération Le Dernier Carré menée en 2013. Rappelez-vous, dans chaque tablette vendue en magasin manquait un carré. Enchanté. Tu pourrais, s'il te plaît, me donner ton dernier carré de chocolat? L'acheteur était invité à l'offrir à un proche en s'inscrivant sur un site internet dédié. 80 000 personnes se sont prêtées au jeu. Moi, je trouve super sympa. Une idée qui n'aura pas manqué d'inspirer cette nouvelle opération menée par la marque du groupe Mondelez. Nous avons pris le dernier carré de votre tablette Milka. Récupérez-le ou osez l'offrir à un proche sur lederniercarré.fr. Buzzman qui a également accompagné Milka dans sa prise de parole pendant le confinement en imaginant un spot dans lequel la marmotte imitait Jean-Claude Van Damme et son Epic Split, ce grand écart facial entre deux semi-remorques, vous savez, une façon acrobatique de se rappeler à notre bon souvenir en ces temps où les antidépressifs naturels comme le chocolat se posent là. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. On a tous envie de manger du chocolat, mais on va attendre un peu. Faut-il encore miser sur le sponsoring sportif en 2021? C'est la question de notre Zoom aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons Jérôme Sutter, le directeur marketing de Pure Essentiel. Bonjour Jérôme Sutter. Bonjour. Pure Essentiel, c'est une entreprise créée en 2005, 110 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On vous connaît pour vos huiles essentielles notamment. Et là, vous venez d'annoncer un partenariat avec la Fédération française de rugby pour 4 saisons sportives. Ce n'est pas la première fois que vous signez un contrat de sponsoring dans le monde du rugby. Sauf qu'aujourd'hui, les compétitions sportives, elles n'ont pas vraiment le même visage qu'il y a quelques mois avec le contexte sanitaire. Les stades sont vides, il n'y a plus de public. Qu'est-ce qui vous a poussé quand même à vous lancer dans ce partenariat ?
Déjà, je pense que quand on signe un partenariat pour 4 saisons, on a une vision qui est au-delà en fait du contexte actuel, sur lequel on a tous beaucoup d'incertitudes calendaires, effectivement. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, il y a une longue tradition, en fait, je dirais, de fidélité entre Pure Essentiel et le sport, entre les fondateurs de Pure Essentiel et le sport. Et donc, c'était une suite logique et une vraie volonté de faire naître ce partenariat entre... Donc, même malgré le contexte, on continue là-dessus. Ah oui, complètement. Ça correspond à nos valeurs, et les valeurs, ça ne bouge pas, quel que soit le contexte. D'accord. Donc, effectivement, vous avez sponsorisé le basket, vous avez sponsorisé le PSG, les guides de haute montagne. Enfin, c'est vraiment c'est un attachement. Ça tient à la marque. Comment est-ce que c'est décidé, ça? C'est la passion, la vôtre, celle de votre patron pour le sport. C'est du calcul froid en se disant le public est là, on va le faire comme ça. C'est les deux à la fois. Ouais, voilà. C'est les deux à la fois. Il y a une longue tradition. C'est-à-dire depuis 2010, effectivement, il y a eu la création d'un attachement avec le sport, que ça soit via des personnalités, des égéries, Tony Parker, ouais. Johnny Wilkinson, Jason Lamy-Chapuis, Tony Estanguet, et tant d'autres. Et donc là, c'est vraiment des personnalités. Et puis des clubs. Le PSG, l'Asvel, effectivement. Et puis là, donc, c'est la première fois on s'associe à une équipe nationale. L'équipe de France de rugby à 15, masculine, et la fédération de rugby. Donc voilà, finalement, c'est une suite logique. Et puis avec une perspective qui est claire, c'est qu'on a la Coupe du Monde de rugby en France en 2023. C'est un partenariat pour 4 saisons, vous l'avez dit. Donc ça nous amène au-delà. Voilà. Donc voilà, il y a un renouveau actuellement au sein de l'équipe de rugby. Il y a un dynamisme, tout ça, les valeurs de l'Ovalie, le fait qu'on connaisse bien le rugby. Notre fondateur lui-même était joueur durant de nombreuses années. Donc il n'y a pas de hasard quand même. Hein. Non, c'est vraiment pas la clé du hasard ou de l'opportunisme. Et alors côté business, qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat ? Ce qui est extrêmement intéressant, je dirais, c'est qu'il y a plusieurs facettes. Dans le partenariat sportif, comme dans beaucoup de partenariats d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est effectivement l'image qui est associée finalement à l'équipe, à la fédération auquel vous associez, mais également l'activation. Parce que finalement, vous pouvez effectivement être parrain, fournisseur officiel, partenaire, mais si vous ne le faites pas savoir, je dirais que c'est une portée limitée. Là, parallèlement, il y a le tournoi Destination, dans lequel l'équipe de France, effectivement, est en train de faire ses matchs. Première victoire très belle contre l'Italie. D'autres à venir, on l'espère. Et donc, on s'est associé également à la diffusion du tournoi Destination. Avec France Télévisions. Donc vous voyez. Et qu'est-ce que vous attendez pour votre groupe alors ? Qu'est-ce que ça peut rapporter ? Alors, je dirais, il y a plusieurs choses. Pour le groupe, en tant que tel, il y a effectivement un effet de communication qui est très clair, d'associer je dirais, à un sport, à une équipe qui partage nos valeurs. Et donc on s'associe à ces valeurs positives. C'est de l'abnégation, c'est de l'engagement, c'est de la performance, le rugby. Et ça correspond exactement aux valeurs du laboratoire. Donc il y a une association d'images. Et il y a également, effectivement, un calendrier naturel de matchs. Également le support d'une fédération comme celle de France Rugby qui est active toute l'année, au-delà des matchs du 15 de France et qui nous permet en fait d'activer tout au long de l'année parce qu'on vend des produits qui sont finalement utiles et vendus toute l'année également. Donc ce qui est intéressant sur un partenariat comme celui-là, c'est que c'est des dizaines d'activations au cours de l'année. Donc ce contrat, c'est une visibilité en fait sur le long terme, c'est ça ? Exactement, permanente, sur 4 ans et avec ce point Coupe du Monde en France qui, on l'espère, sera le point d'orgue de tout cela. On parlait tout à l'heure des marques, de la vie des marques, de leur naissance, accessoirement aussi de leur mort. Mais bon, avec Pure Essentiel, on va rester sur la santé, quoi. Et donc, en fait, vous avez construit la notoriété de cette marque sur le sport. Un peu comme, toute proportion gardée, Red Bull l'a fait en son temps. C'est un... Alors, je dirais que ça a été... On l'a pas construit sur le sport. Je pense qu'on a cherché à transmettre, en fait, via le sport, des valeurs qui nous sont propres. C'est une marque de santé naturelle. Mais le mot santé naturelle, en fait, nécessite une notion d'efficacité, de performance. Le sport transmet ces valeurs-là. Donc, en fait, j'ai envie de dire que ça a été aussi un moyen pour nous de nous associer à des choses. Et après, il y a également des contraintes très, très fortes. On parlait de Tony Parker. Typiquement, Tony Parker, on le sait tous, il était en NBA. Le niveau d'exigence des contrôles médicaux en NBA, pour que Tony puisse utiliser nos produits lors de matchs NBA, avec tous les systèmes antidopage que vous imaginez sur un sport qui est celui-là, nous emmène aussi précisément à aller encore plus loin et à montrer effectivement que même que ça soit lors de Jeux Olympiques, de NBA, du tournoi Destination, nos produits sont là, sont reconnus par les sphères médicales et sont acceptés via le respect de toutes les normes antidopage. Donc c'est également pour nous finalement tout un ensemble de choses. Justement, c'est pour mieux se faire connaître aussi du service médical de la fédération.
avec ce partenariat? C'est pour obtenir plus de visibilité et toucher une autre cible? Alors, ce qui est intéressant, concrètement. Oui, concrètement. Il y a cet aspect-là également, effectivement, de sensibilisation et de formation des équipes médicales de la fédération. On travaille, nous, déjà avec des médecins, des kinés, des médecins du sport. Donc on le sait, et on parlait des tests antidopage, on sait que nos produits peuvent être utilisés. C'est pas forcément dans le réflexe de tous les praticiens du sport professionnel. Et donc à chaque fois qu'on a fait un partenariat, on parlait du PSG, de l'Asvel et d'autres, etc., on est amené effectivement à former, à sensibiliser, parfois des médecins qui sont déjà conquis d'avance, qui utilisaient déjà les produits, puis d'autres qui découvrent en fait une alternative à des médicaments, à une santé un peu plus traditionnelle et qui découvre toute l'efficacité, les bienfaits de nos produits. Et alors, pour le contexte, pour revenir au stade en ce moment où le public n'est pas le bienvenu tout de suite, en tout cas, vous pariez sur un retour du public pour avoir justement la visibilité avec ce public, ou vous dites... Quand on a la chance, et c'est vrai que là on parle du partenariat avec la fédération et le 15 de France, je regardais les audiences du coup, parce que effectivement quand on est parrain de la diffusion, on regarde les audiences, il y aurait 60 000 personnes dans le stade, on va dire 80 000 peut-être. Bon, il y a quand même 4 millions de personnes devant l'écran. Donc effectivement, il y a 50 fois plus de personnes encore. Donc bon, je dirais pas, évidemment on a tous très envie que le public, et nous les premiers, puissions retourner au stade. Mais en termes de visibilité, on touche aussi 4 millions de personnes, finalement. Merci Jérôme Sutter. Donc, je rappelle que vous êtes directeur marketing de Pur Essentiel. Merci à notre expert, le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy. Merci Marie. On se retrouve très vite sur BFM Business. Très bon week-end à tous. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.